Actuellement, sur la Wikipédia francophone, on a 10% de femmes qui contribuent. Et comme on n'est socialement pas éduqué, sociabilisé de la même manière, parce qu'il reste des stéréotypes de genre dans notre société, ça fait qu'on s'intéresse en moyenne pas au même sujet. Donc, il manque des pans entiers de connaissances sur l'encyclopédie. Si on n'a que des hommes qui contribuent, ils vont contribuer sur leur sujet de prédilection. Et on a de fait des biais qui s'instaurent dans la représentation sur une encyclopédie qui a une vocation à propager un savoir universel. Avoir une plus grande diversité parmi les personnes qui contribuent, ça donne une diversité des sujets qui sont abordés aussi. Actuellement, sur la Wikipédia francophone, on est à peu près à 20% d'articles qui concernent des biographies de femmes. Et plus on s'éloigne dans le passé, plus on tombe très très vite en dessous de 10% pour approcher 5 à 7% au Moyen Âge et beaucoup moins sur les périodes antiques. Alors là, on est tributaire des sources qui ont été produites et l'histoire en général, c'est écrit his story, donc son histoire à lui et pas her story. Et donc, on a de toute façon un biais qu'on ne va jamais pouvoir régler parce qu'il nous manque tout simplement des sources pour documenter ce qu'ont fait les femmes à travers l'histoire. Beaucoup de personnes consultent Wikipédia. C'est quand même important qu'on puisse avoir des modèles si on veut être physicienne, si on veut faire de l'informatique, si on veut être historienne ou faire de l'archéologie, qu'on puisse avoir des modèles dans l'encyclopédie en ligne. En 2011, il y a un article du New York Times qui est sorti qui s'appelait « Voulez-vous savoir ce qu'est le biais de genre? Regardez la liste des contributeurs de Wikipédia ». Ça concernait évidemment la Wikipédia anglophone, puisqu'il y a plus de 300 versions linguistiques de Wikipédia à travers le monde. Mais ici, à Genève, il se trouve qu'une des directrices de la Fondation Émile Gour a lu l'article et qu'elle a eu l'idée de mandater le service égalité de l'Université de Genève pour organiser une conférence sur le sujet. Et comme j'avais un tempérament un peu geek, je travaillais à l'époque sous le dicastère du service égalité, on m'a demandé d'organiser cette conférence. Nous avons invité Florence Desvoire, qui était une contributrice francophone et qui a été présidente de la Fondation Wikimedia à ses débuts, fondatrice de l'association Wikimedia France aussi. Et on s'est aperçu que faire une conférence, c'était très bien, mais ça n'allait pas résoudre le problème. Et moi, j'ai un profil un peu à vouloir mettre les doigts dans le cambouis. Donc, j'ai proposé dans la foulée de faire des ateliers pour apprendre aux femmes à contribuer. Et on a fait une centaine de biographies sur des femmes suisses et principalement suisses romandes et genevoises. Notre projet a gagné un prix, c'est-à-dire qu'il a été nominé parmi les 10 projets les plus cool de l'année dans tout le monde Wikimedia, c'est-à-dire dans le monde entier en fin de compte. Suite à ça, il y a eu un appel de Rosie Stepp, qui est la fondatrice de Women in Red, pendant Wikimania, là où nos prix nous étaient remis, pour dire, écoutez, on n'a pas de sujet équivalent dans les autres versions linguistiques, il faudrait se lancer. Donc, on s'est mis autour d'une table et on a créé le projet des 100 pages. Voilà. Comme on a demandé des fonds, ensuite, on a créé une association en 2017 et puis le projet a grossi, grossi, grossi. On a eu un groupe dans le Valais qui s'est monté, on est parti faire des ateliers au MAMCO, il y a un groupe qui a commencé à la Gaîté Lyrique à Paris, on a maintenant un groupe à Limoges, on a un groupe au Bénin, on a des projets avec le Canada, avec les archives départementales de l'Hérault, avec l'Université de la Sorbonne. Voilà, donc petit à petit, on a grossi et aujourd'hui, on a à peu près 12 000 articles de biographies de femmes ou de biographies de personnes trans, non-binaires, qui ont été produites par des personnes qui ont participé au projet. Et maintenant, on a aussi beaucoup, beaucoup de maintenance à faire sur ces articles. Il y a plusieurs modalités de participation. Il y a des personnes qui ne viennent
qu'aux événements, en présentiel, et il y a d'autres personnes qui ne sont actives que sur Wikipédia en ligne et on les a jamais vues. Alors comment on procède? Je dirais c'est par rapport à l'envie des gens, qui se disent: «Ah bah tiens, moi j'aimerais travailler sur les vigneronnes et brasseuses, sur les femmes en informatique, sur les femmes dans le jeu vidéo». Moi j'ai travaillé beaucoup sur les sorcières parce que c'était un sujet qui me passionnait. Les personnes qui produisent des articles sont des bénévoles, donc elles procèdent à partir de leurs envies, de leurs constats. On a aussi des listes maintenant, des listes de suggestions. On a aussi des analyses un peu plus fines par métier. On sait que les métiers, qui concernent la religion, les métiers guerriers, les sciences sont mal représentées et on a par contre trop de mannequins et trop d'actrices. C'est-à-dire que pour les mannequins, on a même un biais de genre inversé, il faudrait qu'on fasse des biographies d'hommes. Il n'y a pas de directive, c'est un projet horizontal. On arrive dessus, on discute un peu avec les gens et on apprend à contribuer. On a des ateliers, on a des sessions en ligne tous les jeudis midi pour poser des questions. On a aussi un compte Twitter où les gens peuvent nous pinguer pour nous dire: «Ah tiens, j'ai remarqué que cette personne n'avait pas de profil». On a les personnalités aussi qui nous pingent sur Twitter en disant: «Ma biographie est fausse, il y a des fausses informations, il faut corriger ça». Voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, rhizomatique, c'est-à-dire il n'y a pas de chef, il n'y a pas une personne ou un groupe qui décide ce qu'il faut faire. C'est vraiment des initiatives individuelles ou de groupe. C'est souvent des institutions qui nous demandent, qui nous contactent en nous disant: «On aimerait bien faire un événement». Si je prends par exemple, un groupe, lyonnais qui travaillait autour des archéologues et des collecteuses, de contes, quand on a commencé à travailler avec elles, moi, je ne connaissais pas du tout ce domaine. Je ne savais pas qu'en fait, les frères Grimm avaient, piqué des contes, qui étaient racontés à la veillée par des femmes et qui avaient été collectés par des collecteuses de contes et que leur histoire avait été invisibilisée. Pareil, j'ai une amie qui a travaillé aux archives départementales de l'Hérault et qui maintenant s'intéresse aux vigneronnes brasseuses. Ça nous fait découvrir tout un pan de l'histoire, par exemple à Montpellier, à l'aide des archives départementales de l'Hérault et de l'université de Montpellier. On a fait la biographie de la première femme qui a eu un diplôme en pharmacie. On avait très peu de sources. La seule chose qui était mentionnée, c'est qu'il y avait eu une lettre du doyen ou du recteur pour lui intimer d'être toujours chaperonnée quand elle venait en cours à l'université parce que ça avait fait scandale. Donc finalement, on rentre dans des domaines de connaissances très précis et les institutions universitaires, avec tout le personnel lié à la recherche académique, ont accès à des sources que nous ne trouvons pas en ligne. Et ils ont aussi une meilleure connaissance de ces sources et donc on arrive à déblayer des sujets comme ça. Je pense aussi à une intervention que j'avais faite à la BNF à Paris autour de la représentation des femmes scientifiques sur Wikipédia et donc j'ai été contactée par, des chercheuses qui voulaient faire une biographie sur Marion Créange. On a mis un petit peu de temps parce que quand elles m'ont contactée, elle n'était pas admissible, il y avait très peu de sources sur elle et puis ensuite la pauvre, eh bien, est décédée et du coup, il y a des journaux qui se sont intéressés, à l'histoire et du coup maintenant elle a une biographie. Mais sans ces contacts, on va dire, avec des institutions, on n'aurait même pas su qu'elle existait. Ça dépend. Si je prends par exemple le sujet des sorcières où les sources finalement ce sont des procès, le procès d'une personne inculpée pour sorcellerie, par exemple le procès de Michel Chaudron à Genève, il est valable, comme source primaire pour, documenter certains aspects de la biographie. Sur les sujets anciens, c'est peut-être un peu moins, embêtant. C'est surtout sur les sujets actuels, les biographies de personnes vivantes. On ne va pas pouvoir, par exemple, se baser uniquement sur le site personnel web de Donald Trump. On aurait très vite un problème de neutralité et donc c'est vraiment pour essayer d'être objectif et neutre qu'il y a ce principe de se baser sur des sources secondaires qui va s'appuyer sur le travail de journalistes, d'écrivains, d'écrivaines, d'essayistes, de chercheurs et chercheuses universitaires. Ces personnes ont étudié le sujet, ont compulsé des sources primaires et ont produit ce qu'on appelle une première synthèse.
Maintenant, les documents d'archives et les sources primaires ne sont pas tout le temps interdites pour documenter l'âge d'une personne ou son nom de famille, mais il ne faut pas qu'un article soit fait uniquement à partir de sources primaires. Marion Créange, on a accueilli les personnes scientifiques qui voulaient faire un article sur Marion Créange. On leur a dit c'est pas possible pour le moment parce qu'il n'y a pas de source. Et ensuite, à sa mort, ils ont quand même essayé de faire l'article et il a été proposé à la suppression et elles ont fait un barouf sur Twitter. Un énorme barouf. Et du coup, pour le coup, dans la semaine qui suivait, on a eu, je crois, 3 sources, de journalistes, voilà. Souvent, on se demande d'où vient le problème. Est-ce que c'est Wikipédia? Est-ce que c'est, l'extérieur? Alors Wikipédia a des problèmes spécifiques, par exemple, l'interface est assez aride. Quand on essaye d'avoir un débat, il y a des indentations, il y a des conflits d'édition qui peuvent rendre, les débats non fluides. Il y a aussi pas beaucoup de modération des contenus, c'est-à-dire que en fin de compte, c'est tout le monde et personne qui modère. S'il y a un problème, et qu'on est agressé ou que quelqu'un, ne se conduit pas comme il faut, alors il faut déposer une requête aux administrateurs et la requête aux administrateurs, elle est faite d'une manière qui rappelle un petit peu le fonctionnement des logiciels libres. Il faut produire ce qu'ils appellent des diffs, c'est-à-dire des différences de version dans laquelle on peut voir ce que la personne a écrit. Donc là, ça devient un peu technique et il y a des usages aussi qui ont été, beaucoup importé des communautés du libre qui sont pas saisissables comme ça tout de suite par quelqu'un qui a jamais mis les pieds. Et la deuxième chose, c'est que je pense que ça vient plus d'un problème social, c'est-à-dire que on a pu dire à un moment donné, en 2012, il y avait Sue Gardner qui avait fait une étude et qui disait en fait les femmes ne contribuent pas à Wikipédia parce que l'interface n'est pas conviviale, il n'y a pas de couleurs. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de mettre des couleurs sur les 100 pages très vite. Il n'y a pas de convivialité, c'est pour ça qu'on fait des comptes rendus d'actualité avec des photos pour montrer que c'est vivant derrière, qu'il y a des personnes. Et elle avait dit aussi que les études montraient que les femmes n'aimaient pas le conflit. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est pas tant que les femmes n'aiment pas le conflit, parce qu'il y a des contributrices comme moi ou comme d'autres qui n'ont pas peur d'aller débattre de leurs idées, mais c'est qu'elles ont tout simplement moins le temps. Elles ont une charge de travail dans la société dès qu'elles ont des enfants qui fait qu'elles n'ont pas le temps de pouvoir suivre ces débats sur des longs mois ou des longues semaines. C'est très chronophage. Là, on en est à essayer d'avoir une analyse plus fine, de regarder comment les articles sont liés entre eux. Est-ce que dans les articles d'importance générale, par exemple philosophie, histoire, géographie, science-fiction, est-ce que dans ces gros articles-là, les femmes sont citées? Et non, en général, elles le sont très peu. Donc il y a cet autre genre de biais. On sait que les articles concernant des femmes sont moins reliés à l'écosystème wikipédien, c'est-à-dire que les articles d'hommes sont beaucoup plus reliés à tous les autres articles wikipédiens. Donc maintenant, il y a des choses qu'on a essayé de changer très vite. La première chose, ça a été la féminisation parce que tout était genré au masculin. Simone de Beauvoir, écrivain, Madame Thatcher, Premier ministre. Ça, c'est une des premières choses que personnellement, moi, j'ai essayé de faire et ça, on peut dire qu'on a réussi. Maintenant, on en est plutôt à savoir, dans les dernières discussions, s'il faut dire autrice ou auteur. Par exemple, en ce moment, il y a une discussion sur la catégorie autrice et compositrice pour savoir est-ce qu'il faut dire auteur-compositrice ou autrice-compositrice. On a fait aussi un gros sondage sur l'utilisation du langage inclusif. Alors, il y en a qui ont pu dire que c'était un gros échec. Je ne pense pas. Je pense que ce sondage, c'était l'occasion de discuter. Ça a aussi montré qu'il y avait des groupes qui étaient très, très opposés et virulents au langage inclusif et qui se sont très mal comportés. Certains ont été bloqués à l'issue du sondage. Donc, je dirais sur ces questions, ça avance. Par contre, ce qui est très difficile encore à l'heure actuelle, c'est pour les personnes trans qui sont régulièrement mégenrées et finalement, on utilise aussi leur mot-nom, leur dead name, c'est-à-dire que dès qu'une source mentionne leur nom de naissance, on a des personnes qui veulent absolument le mettre sur Wikipédia en disant que c'est important, ça fait partie de son histoire. Il y a une grosse difficulté à faire comprendre que ça fait énormément souffrir, d'une part la personne, mais aussi le lectorat trans qui peut lire ça. On a eu par exemple Jules Marot dernièrement sur Instagram qui a fait un dessin
qui montrait comment il se sentait quand il ouvrait Wikipédia, c'est-à-dire dysphorie de genre, dissociation, tremblement, sentiment d'impuissance. Il nous a dit aussi qu'il y avait des personnes trans qui n'ouvraient même plus l'encyclopédie pour se renseigner parce que c'était un traumatisme. Donc ça, c'est très difficile à faire comprendre. C'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est vraiment une méconnaissance de la part de la plupart des contributeurs et peut-être une minorité qui va être très opposée à ce qu'on essaye de prendre en compte les doléances des personnes concernées par un article. C'est-à-dire qu'elles se disent, on n'a pas à prendre en considération l'effet d'un article sur la personne, parce que c'est une encyclopédie. Si des sources, si des journalistes, si des livres mentionnent un fait, on n'a pas à prendre position sur le fait que ce soit bien ou pas. Donc, on essaye de faire des conventions de style. On en a une qui est en route en ce moment, et c'est très difficile d'avancer. On l'a passé une fois en recommandation, et puis ensuite, il y a des gens qui ont dit non, mais ça a été fait par un petit groupe de personnes, il n'y a pas de consensus, la communauté n'était pas au courant. Donc, on est en train de rediscuter avec la communauté sur tous les points bloquants. Je viens de quitter mon job à l'Université de Genève pour être engagée à plein temps en tant que directrice des 100 pages. Et donc, on va pouvoir faire des ateliers en semaine. Ça va être beaucoup plus facile de répondre aux demandes institutionnelles, de former les personnes en Suisse, en France, mais aussi ailleurs. Donc, on est en train, en effet, de professionnaliser l'association pour continuer sur notre lancée, parce qu'on a eu pas mal de demandes, notamment institutionnelles, auxquelles on ne peut pas répondre si on est libre que le week-end. Voilà.